Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. On s'excuse d'avance pour cet épisode qui s'annonce chaotique car il est enregistré sous des températures élevées. Élevées comme le film qui nous intéresse aujourd'hui puisqu'on va parler d'actualité. Oh putain. Et ouais, allez gratiner. On va parler d'actualité avec un film sorti en salle il y a 2 semaines au moment où on enregistre l'épisode. Un film qui a fait un buzz de malade aux États-Unis et qui semble avoir aussi un peu touché les fans de cinéma d'horreur en France. C'est évidemment Longlegs d'Osgood Perkins. Ça fait pas peur d'être au FBI quand on est une femme ? Si. Étudiez ça attentivement. Il y avait une lettre près du corps, signée d'un seul mot. Et je vis monter de la mer une bête avec 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur chaque tête, un nom blasphématoire. Qu'est-ce que vous me cachez ? Il tuera. Et tuera encore. Je sais que tu n'as pas peur de te retrouver dans l'obscurité. Sorti après une campagne de promotion hyper efficace qui a pris d'assaut les réseaux sociaux avec des posts mystérieux et des trailers cryptiques, Longlegs met en scène l'agent du FBI Lee Harker, interprété par Maika Monroe, qui est affecté sur le cas d'un tueur en série insaisissable grâce à ses talents d'hyper-intuition. L'enquête, qui s'aventure aux frontières de l'occulte et du satanisme, se complexifie lorsqu'elle se découvre un lien personnel avec le tueur qu'elle doit arrêter avant qu'il ne prenne les vies d'autres familles innocentes. C'est le 4e film du réalisateur Osgood Perkins qui avait déjà signé Gretel et Hansel et I Am the Pretty Thing, je la ferai pas celle-là, qui avait déjà signé Gretel et Hansel il y a quelques années. Avec Longlegs, Perkins souhaitait créer une expérience cinématographique ultra immersive en s'inspirant de l'esthétique du cinéma d'horreur des années 70 tout en incorporant des éléments modernes de storytelling et de réalisation, ce qui donne un cocktail qui divise énormément le cœur, comme vous allez pouvoir le voir aujourd'hui avec notre bande d'elevated chroniqueurs et chroniqueuses comme Dario. Dario, comment ça va ? Ça va, j'ai chaud et j'ai pas aimé le film, voilà, spoiler. Voilà, ça, je pense que ça surprend personne. Reste sage. Non mais c'était sûr que le film avait aucune chance avec toi. Mais on y reviendra tout à l'heure. Reste calme pour l'instant. Elle fait son retour après une semaine d'absence, c'est Amélie. Hello. T'étais pas chaude pour Godzilla, toi ? Mais si, mais j'aime bien Godzilla, mais vous étiez meilleur que moi sur Godzilla. Enfin, je veux dire, quand il y a Fabien Moreau, qu'est-ce que j'aurais pu apporter de plus à cet épisode ? Oui, et c'est vrai que il dit oui, temps... en plus, oui, c'est vrai. Franchement, non, mais c'est pas, déjà, c'est le pas reste ça. du Non, temps, c'est pas ça. C'est juste que... Attends, laisse-moi ramer un petit peu. Prends les rames, Romain, prends les rames. C'est juste que, même nous, qui étions présents face à Fabien Moreau, en fait, on a juste dit « Oui, Fabien », pendant 1h30. Mais je fais un gros coucou à Fabien Moreau. Désolé, on se recroisera une prochaine fois. Elle aussi, elle était absente au dernier épisode. C'est Lily. Comment ça va, Lily ? Bah écoute, ça va. Je suis elevated de ouf. À ses côtés, on retrouve notre fan de slasher préféré, Mylène. Yo yo yo. Il y a ensuite le plus gros fan de Nicolas Cage de France, Mathieu. C'est moi, Mathieu, ou s'il y en a un autre dans l'équipe ? Oui, c'est bien toi, le plus grand fan de Mandy de France. Et bien sûr, moi-même, votre hôte, Romain. C'est un épisode qui nous a été beaucoup demandé par les auditeurs et les auditrices. On sait que vous aimez bien avoir nos avis sur l'actu. Le film étant sorti il y a 2 semaines, on va spoiler les enfants. Donc si vous voulez vous garder les surprises du film, on ne saurait trop vous inciter à aller le voir avant d'écouter ce podcast. Mais si ça ne vous dérange pas, on va se lancer dans le vif du sujet. Et on va voir ce qu'il y a à voir dans Longlegs, voir ce qu'il y a à manger, voir ce qu'il y a de mauvais, essayer un peu de décrypter le film et se poser la question... Est-ce que Longlegs n'est qu'une énième elevated d'aubasse survendue par un marketing ingénieux ? Oui. Ou y aurait-il un thriller horrifique honnête au relent de série B satanique des 70s derrière toute cette promo ? Non. Tape à l'œil. Il y en a un qui est déjà chaud. Avant, j'ai répondu. Toi, on te met de côté. Toi, on te réserve pour le... Calme-toi, Dario. Le Oppenheimer de... Voilà. On va commencer avec Amélie. Amélie Longlegs, dis-nous tout. Quand je suis sortie de la salle, j'étais un peu énervée contre le film parce que il y a plein de trucs que je trouve bien dedans et je trouve qu'il a raté. Il a raté ce qu'il entreprend et c'est dommage parce qu'il y a des trucs
que j'aime sincèrement bien dans Longlegs, déjà, je me suis pas ennuyée. J'ai été prise par l'enquête. Et en fait, je vois très bien que les références sont 2 trucs que j'aime bien, à savoir Le Silence des agneaux, sur ce côté enquête, avec on va dire un méchant un peu atypique qui s'en prend, dans Longlegs aux petites filles, mais dans Le Seigneur des Anneaux plutôt aux jeunes filles, avec un truc comme ça, un peu mystique, et une enquêtrice du FBI un peu particulière. Et, t'as dit Le Seigneur des Anneaux, juste je te coupe. Ah, Le Silence des agneaux, pardon. Ça va être compliqué. Ouais. Mais Désolée, oui, on sait. je peux Je le pense que refaire. ça va arriver, ouais. Non, mais je pense que ça va arriver plein de fois, donc c'est juste... Désolée. C'est autant En plus, l'assumer j'ai et essayé dire que Ouais, c'est voilà. ça. Ouais, bien Ça sûr. va tous nous arriver. Tout à fait. Alors, désolée, en plus, pourquoi ? J'étais très concentrée. Désolée. Donc, Le Silence des C'est la agneaux, température. effectivement. Et ça s'inspire aussi, il y a une vibe Twin Peaks Tout à sur ce fait. côté enquêteur du FBI qui utilise des pouvoirs, ses pouvoirs mystiques, en tout cas ses pouvoirs un peu surnaturels pour résoudre l'enquête, et il découvre qu'il y est plus lié personnellement qu'il ne le voudrait, en tout cas. C'est le cas ici pour Longlegs, et c'est le cas pour Twin Peaks. Désolée si je vous ai un peu spoilé Twin Peaks, mais bon, bref. Et du coup, comme ça s'inspire de 2 trucs que j'aime bien, moi j'étais partante. Surtout qu'il y a un truc dans la mise en scène qui est que moi j'aime bien. J'aime bien ces plans fixes, très construits comme ça, quelque chose de très rigide. Ça va bien avec l'héroïne, je trouve, qui est elle-même quelqu'un, on le sent, de très rigide, de très engoncé dans sa propre vie. Et de l'enquête qui avance assez peu comme ça. Je trouve qu'il y avait quelque chose dans ce côté extrêmement rigide des plans qui n'était pas absurde avec le propos du film. Et surtout que du coup, quand il y a un mouvement de caméra, on le remarque. Et par exemple, il y a un mouvement de caméra où à un moment, l'héroïne s'approche d'une porte et la caméra est légèrement en retard ou en avance sur elle, je sais plus. Mais du coup, ça crée un sentiment étrange. Ce mouvement de caméra qui est un petit peu trop lent ou un petit peu trop rapide par rapport à l'héroïne, je sais plus. Ça nous donne tout de suite un effet bizarre. Et il y a quelques éléments visuels d'étrangeté qui ont marché sur moi. Il y a un jumpscare, je l'ai trouvé très bien et j'ai été un peu sonnée par ce jumpscare qui est visuellement un peu fort, un peu chaotique. Et moi, je me suis retrouvée... Ça a très très bien marché sur moi. Mais il y a des trucs que j'aime moins. Moi, j'ai rien contre le fait que le thriller parte vers quelque chose de fantastique. Mais là, je trouvais que c'était un peu... il y a quoi ? Il y a un film comme ça avec des marionnettes, c'est Dead Silence, non ? Avec des âmes qui sont prises dans des marionnettes. Là, c'est des poupées. Et Ah oui, ouais, oui. c'est ça. Et ça, dans les 2 cas, je trouve que c'est un peu bof, que c'est déjà vu et que ça marche pas très bien. Alors que la première poupée qu'on voit quand ils ouvrent un coffre et qu'elle est recroquevillée comme ça, et comme elle est très réaliste, ça fonctionne bien. Au début, on se dit, ils ont trouvé une gamine, est-ce qu'elle est bizarre et tout, et après, on comprend que c'est une poupée. Et par contre, je ne suis pas du tout convaincue, mais alors pas du tout, par Nicolas Cage, en tout cas par Longlegs, du coup. Je trouvais que son entrée au début du film fonctionne plutôt bien. Le fait qu'il y ait une grande attente sur savoir qui il est et à quoi il ressemble fonctionne plutôt bien. Mais en fait, la révélation est assez bof. Et ça, moi, j'ai fait... Surtout que la promo marchait sur le fait qu'on ne voyait pas le visage de Nicolas Cage. Oui. Donc je m'attendais à autre chose. Désolée, mais il en fallait plus, mesdames et messieurs, pour m'impressionner. Je n'ai pas été du tout impressionnée. Du coup, voilà, je suis partagée parce qu'il y a des trucs que je trouve pas mal. Il y a beaucoup de... un autre truc que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de références à l'univers du rock des années 70. Et justement, c'est une période du rock qui est très tournée vers le satanisme. Vers Aleister Crowley, les choses comme ça. Ils aiment bien tous ces trucs un peu mystiques. Il y a des refs à Lou Reed, il y a beaucoup de références à T-Rex, tout ça. Et ça, c'est un truc qui me parle parce que c'est des références que j'aime bien. Et du coup, j'étais contente de voir ça un petit peu incorporé dans le film, même si ça ne suffit pas, je suis d'accord, pour sauver le film. Mais je trouvais que c'était des références qui marchaient bien, notamment la citation de T-Rex en début de film. Et du coup, voilà, je sors un petit peu déçue par le film parce que j'y allais en attendant quelque chose de vraiment pas bien. Et en fait, une fois devant le film, j'ai dit « Oh, vous êtes dur quand même, vous aimez rien de toute façon ». Mais du coup, je suis sortie un peu déçue, voilà.
Mais bon, on peut un peu déçu parce que ça fait appel à plein de trucs cool, mais le mélange ne fonctionne pas. Comme un cocktail dans lequel il y aurait un peu trop d'ingrédients. Sachant que jouer la promo sur « Venez voir notre Nicolas Cage, il est un peu foufou en roue libre », alors que c'est littéralement l'intégralité Il est nul. de la filmographie de Nicolas Cage. D'être un peu en foufou fait, en roue libre. et en fait, j'aurais préféré que ce soit joué par n'importe qui d'autre que Nicolas Cage. Ouais. Seth Rogen, la folie. Ouais. Il aurait mis son gros rire de cette Oh, Rogen. mais vous êtes dur avec lui. Non, mais désolé. Mais en fait, là, du coup, je suis désolée, Mylène, mais il a raison, Romain. C'est-à-dire que ça ressemble à Nicolas Cage qui l'a fait plein de fois dans des tas d'autres trucs. Alors que si on m'avait mis quelqu'un d'autre de plus surprenant, ça aurait été plus choquant. Mais là, en fait, je suis pas choquée par ce qui est en train de se Après, passer. en vrai, la com, elle aurait pas été faite autour du fait qu'il était dans le film. Je suis sûre que ça serait passé, tu vois. C'est parce qu'ils en ont fait des caisses avant, tu vois. Non, c'est parce que absolument pas. c'est Nicolas Cage. Laissez-le tranquille. Et en fait, dès qu'il est à l'écran, que tu entends sa voix, tu te dis putain, c'est Nicolas Cage. Et S'il y a ça pas Nicolas Cage dans te le casse film, le personne truc. va le voir aussi. Ouais. On voit pas un personnage interprété par Nicolas Cage, on voit Nicolas Cage qui essaye de faire croire qu'il est pas Nicolas Cage. Du coup, ça ne marche à aucun moment. Moi, je suis pas d'accord, c'est même plus subtil que ça. C'est Nicolas Cage qui parodie Nicolas Cage en essayant de pas avoir l'air d'être Nicolas Cage. Ouais. C'est encore, Ouais, c'est encore c'est un ça. autre niveau, je trouve, Compliqué. de caca. Laissez mon petit Nicolas Cage tranquille. Non, mais faut rétablir la vérité. Hein. Mais si, Nicolas Cage, il est incroyable. Je propose le point Nicolas Cage. Qui est fan de Nicolas Cage à part Mylène ici? Plus personne. Ça fait Ah, longtemps. vous êtes Voilà. vraiment des On gens a arrêté tranquilles, d'y laissez-le croire. tranquille. Seul contre tous. Moi, je l'aime si fort. Et ben, François Co, il est avec moi. François, je suis sûre que tu me soutiens. Merci. Par contre, je suis d'accord avec Amélie, il aurait fallu mettre un acteur en fait qui aurait vraiment surpris dans ce genre de rôle. Tu vois, tu mets un Michael Cera en long legs. Zac Efron. Allez, bingo. Mais même Zac Efron en long legs, j'aurais été d'accord, pourquoi pas. En vrai, il y a Mais des là, beaux Nicolas En plus, Cage, c'est juste beauf. En plus, Efron, il est bon là-dedans. Genre Ouais. en Ted Bundy. Ted Bundy, merci. Il était excellent. Écoutez, on va rester sur un donc plutôt déçu pour Amélie. Lis de ton côté, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de long legs? Bah, je m'en souviens pas beaucoup. Parce que, mais considérant mon article sur le blog du cinéma que j'ai relu, je crois que j'ai bien aimé. Voilà. Blague à part, c'est effectivement un film qui ne m'a pas laissé un souvenir impérissable parce que c'est typiquement le genre de truc un peu pompeux avec un délire ésotérique, un sous-entendu sur une toxicité familiale, une photo un peu arty et une étrangeté un peu poétique qui va surtout te laisser des images parce que ça manque un peu de fond. C'est pour ça que je gravirai pas la colline personnellement pour le défendre parce que je pense que c'est le genre de film où soit tu te laisses porter, soit t'as envie de balancer ta bière dans la télé comme Dario qui a son Heineken à la main là. Mais en vrai, C'est pas vrai, maman, je bois pas de bière. mais en vrai, dans le fond, je trouve qu'en fait, ça mérite juste pas tout le foin que ça engendre. Et j'ai un peu peur de paraphraser Amélie, et je pense que du coup, le film est pas exceptionnel parce que on a vu exactement la même chose. Le parallèle évident avec Le Silence des agneaux, bien sûr, et ce truc de vouloir faire quelque chose à la Twin Peaks, où on va essayer de coller une sensibilité d'auteur particulière à un support un peu plus populaire. Twin Peaks, c'était au soap et à la série de détectives. Ici, c'est plutôt au grand thriller policier. Et on veut faire la même chose que Twin Peaks avec une couche de mystique ésotérique qui dissimule des abus familiaux, comme Amélie l'a déjà très bien dit avant moi. Sauf que, malheureusement, n'est pas David Lynch qui veut, ni même Jonathan Demme dans ses meilleures années qui veut, parce que Long Legs, je trouve qu'il se hisse jamais à la hauteur de ses références. Il reste assez superficiel et finalement assez niais dans son propos. C'est-à-dire que c'est un peu une variation autour de la tarte aux fraises, mais déstructurée dans un cours de cuisine moléculaire. Je veux dire que ça en fait beaucoup pour finalement pas grand-chose. Mais il n'empêche que je lui trouve plein d'aspects positifs comme Amélie. La photo, si elle est déjà vue, elle reste loin d'être laide pour moi. Puis il a des idées visuelles assez sympas, je trouve. Je trouve que au contraire, je trouve que les poupées, elles fonctionnent bien, et j'aime bien cette idée de cervelle en métal là qui produit un son particulier. Et j'apprécie le fait Des boules aussi. de pétanque là. Ouais, ça, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. J'ai trouvé ça vraiment dérangeant, quoi. J'apprécie aussi le fait que les personnages, ils ont tous
des aspects inquiétants. Même si on veut te les rendre sympathiques, même par exemple le patron de l'enquêtrice, on veut te rassurer, mais il est jamais vraiment sympathique. Il y a des trucs qui te font dire ouais non je suis pas rassurée quand même, et ça participe à entretenir l'ambiance pesante et étouffante qui est aussi plutôt réussie à mon sens. Donc encore une fois, j'ai apprécié le côté rêve cotonneux, mais j'irai pas au front pour ça. Aussi parce que je trouve qu'il ne fait qu'esquisser des choses pour se donner des airs de grand auteur, mais ça manque d'une réelle profondeur, encore une fois. Et on en parlait à l'instant, je trouve que la prestation de Nicolas Cage, elle est assez symptomatique de ça, dans la mesure où l'on veut te montrer un acteur déchu dans une proposition d'auteur où on l'a pas beaucoup vu ces dernières années, mais ça reste du Nicolas Cage qui nous fait son cirque habituel, qui nous fait son western kabuki habituel. C'est comme ça que lui-même appelle sa méthode de jeu. Franchement, Nicolas, arrête. Voilà. Donc, mais en fait, il y a rien de nouveau sous le soleil, quoi. Donc, finalement, ça n'a pas grand-chose des élans expérimentaux et impromptus que ça veut se donner, même si je trouve que le film n'est pas pour autant inintéressant. C'est une sympathique copie de son référentiel, loin d'être mal faite. Donc, j'ai apprécié ce moment de cinéma d'auteur un peu pompeux pour ma part, mais je comprends tout à fait ce que ça peut avoir d'agaçant et de prétentieux. Prétentieux, c'est le mot. T'as dit que tous les personnages, ils avaient l'air inquiétants. À un moment, je me suis demandé si... parce qu'au début, l'héroïne, elle fait que appeler sa mère, qui lui répète un peu tout le temps les mêmes trucs. À un moment, son supérieur lui demande depuis combien de temps est-ce que vous avez pas vu votre mère ? Et je me suis dit, elle doit... alors, soit sa mère est morte, soit elle a une ordonnance de... Tu sais, de... Restriction. Pareil, de je pensais restriction qu'elle était morte. sur sa mère. Et en fait, elle invente ses conversations parce que elle-même, l'enquêtrice du FBI, elle pourrait très bien être un antagoniste, quoi. C'est dommage qu'ils aient pas exploré même ce petit truc-là parce que elle-même, elle est pas très rassurante comme personnage. Ouais, tout à fait. Elle est flippante même. Ouais, c'est dur de t'attacher à elle. Là-dessus, ça, je trouve que c'est un point réussi du film. Ouais. Il y a un côté, il y a une ambivalence, tu sais pas trop à quel saint te vouer. Et là-dessus, je trouve ça un bon point pour le film. Oui, la personnage principale, en tout cas, ils arrivent à donner, je pense, ce qu'ils ont voulu en faire, quoi. Le fait qu'elle soit comme ça, très solitaire, très bizarre, très mal à l'aise. Et en même temps, elle n'est pas une caricature. Je veux dire, elle n'est pas une Sheldon Cooper, tu vois. C'est-à-dire qu'elle n'est pas une caricature d'un personnage certainement neuroatypique ou quelque chose comme ça. Elle l'est comme ça. Elle met mal à l'aise les gens autour d'elle. Mais ils en font pas trop par rapport à ça, je trouve que ça fonctionne. Même si elle souffre du syndrome du protagoniste cheat code sur tous les points d'intrigue du film. Oui, mais c'est justifié. Parce qu'elle est magique. C'est justifié, c'est parce qu'elle a la solution en elle sans le savoir. Pour moi, on veut t'emmener sur une fausse piste en te laissant entendre qu'elle est neuroatypique ou quelque chose, mais en fait, non, pas du tout. C'est juste que comme, en fait, elle connaissait ce mec de son enfance, et ben en fait, elle avait la solution en elle. C'était une fausse intuition, en fait. Ok. En effet, ça fait sens. Ça m'a juste un peu dérangé, genre, on te tease un alphabet hyper dur à déchiffrer, en une séquence, elle le déchiffre, etc. Tu vois, on te met un peu une sorte de mystère constant qu'on désamorce directement, en fait, en dehors de Longlegs et du final, évidemment, mais j'étais un peu, c'est un peu facile d'écrire une médium comme ça, quoi. Tomber dans les clichés aussi faciles. Non, pour moi, elle est pas médium, en fait, c'est quelqu'un qu'elle connaît, mais dont elle a des souvenirs... refoulés. En fait, c'est pas un neuroatypisme qu'elle a, c'est des souvenirs refoulés qui lui reviennent petit à petit. Après, étant donné la manière dont elle se comporte socialement, elle a certainement un neuroatypisme. Il n'y a pas sa médiumnité qui explique tout. Peut-être. Elle-même, à côté, elle est socialement... Après, il y a aussi le fait qu'elle a été élevée par que sa mère, elles étaient seules tout le temps, et du coup, il y a ce truc-là où elle est un peu sauvage avec les autres, tu vois. Mais alors, non, parce que vous oubliez un truc. Au début du film, elle préchote que son coéquipier va se faire buter par un mec qu'on verra jamais dans le film. Donc elle a bien une hyper-intuition. C'est vrai, elle a un truc quand même, ouais. C'est pas par rapport qu'à Longlegs, quoi. C'est ça le problème que j'ai avec les personnages médiums, c'est que ça peut vite être utilisé comme une sorte de facilité scénaristique et parfois on tombe un petit peu là-dedans. Ça, et pour le coup, moi je trouve que la fin, ça fonctionne pas énormément. Enfin, le dénouement, il est un peu décevant par rapport à son arc à elle, où je trouve que tout est fait pour te faire croire que finalement c'est elle le pantin et c'est elle qui agit pour Longlegs, c'est elle qui est avec lui. Et en fait, finalement, quand t'apprends juste qu'en fait, il lui manque un bout de ses souvenirs et c'est genre la pièce du puzzle, nani nanana, et la boule de pétanque et le cochonnet pété, et ben en fait, c'est hyper frustrant
Parce que moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on se dise, ok, peut-être qu'elle a un don, mais en fait, depuis le début, c'est elle qui agit pour lui. Et c'est aussi pour ça qu'elle connaît si bien son procédé, qu'elle a autant d'intuition et qu'elle a tout le temps l'impression qu'il est dans les arrière-plans, derrière elle, qu'il est avec elle. Parce qu'en fait, ils sont liés. Et j'avoue que ça m'a vraiment frustrée. Et puis, mais il y a peut-être une piste d'interprétation aussi là. C'est que souvent, les victimes deviennent des agresseurs. Donc il y a peut-être un truc là-dessus, et c'est peut-être pour ça qu'elle est grave chelou avec la gamine, voilà. On va donner la parole à Dario. Toi, Lily, t'as dit tu vas pas gravir la colline pour défendre le film. Lui, il va la gravir pour démonter le film. Avant de le lancer, je dirais quand même juste une anecdote. J'ai vu le film avec lui, et en sortant du cinéma, on était dans la voiture. Léger silence, tu vois, il conduit. Et d'un coup, il chuchote. Putain, ça m'a gâché ma journée. Ah mais Dario, t'es dur, oh là là. Donc vas-y Dario, t'as écrit en plus de libère ta haine, ce sera le point N. Mais j'ai pas écrit un truc très construit, j'ai juste écrit j'ai déversé ma haine et ma bile, mais ça vous avez l'habitude. Lâche ta bière. Lance-la, vas-y. Juste, avant de parler du film, je vais me permettre de rebondir sur ce que Lily et Amélie vous aviez dit, vous avez parlé du silence des agneaux. Évidemment, ceci étant dit, moi je trouve que là où le film pêche vraiment énormément, c'est déjà qu'il essaye de singer le silence des agneaux sans jamais arriver à la moitié du quart d'une fulgurance que pourrait avoir le silence des agneaux. Ça paraît évident. Et juste à part les scènes dans le sous-sol chez la daronne, là où Nick Cage il est planqué, il n'y a rien d'autre qui m'a fait penser au silence des agneaux en sortant de la salle. Donc j'étais pas trop... je comprenais pas trop pourquoi ça m'énervait à ce point-là quand je suis sorti du film. Et en fait, ça m'est venu ensuite, c'est que le silence des agneaux, si t'enlèves Hannibal Lecter, c'est Longlegs en fait. Puisque l'intérêt premier du silence des agneaux, c'est la dynamique entre Jodie Foster, qui est évidemment une reine, et Anthony Hopkins, puisqu'il y a en fait ce gars-là qui est gris, même s'il est quand même plutôt très malfaisant. Mais c'est la relation qu'ils ont tous les deux. Sauf que là, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire Hannibal Lecter avec Nicolas Cage, sauf qu'en réalité, Nicolas Cage, c'est Buffalo Bill. Il y a pas... En fait, c'est juste un gars qui a bu 2-3 Heineken, Lily, je pense, et qui s'est dit, putain, les gars, ça serait quand même trop marrant qu'on refasse le silence des agneaux, mais genre, à la place de Buffalo Bill, on met Nicolas Cage. Nicolas Cage sous 3 kilos de maquillage, avec un visage horrible, figé, et évidemment, Nicolas Cage, on lui dira non, là, t'es un peu léger, Nicolas Cage, on va la refaire, mais tu vas pousser un peu plus les potards. Parce que là, pour moi, c'est vraiment une des pires performances. Alors, je suis pas fan de Nicolas Cage de base, mais là, moi, j'ai vu Nicolas Cage qui essaye de jouer un cosplayer de Joker, de Joaquin Phoenix dans le Joker. Je trouve... Pas loin. Non, il a raison. Je trouve aussi. Très important, par contre, j'ai vu le film en VF avec Romain parce qu'il n'était pas projeté en VO. Donc je pense que ça joue pas mal sur la perception que j'ai de cette pitoyable performance. Mais je trouve que Nicolas Cage, je comprends pas en fait les choix de direction d'acteur. Parce qu'en fait, Nicolas Cage, ça fait peut-être 5-6 ans que tout le monde se dit ah ouais, Nicolas Cage, il était marrant quand même, on va lui donner des rôles où il va pouvoir s'exprimer un peu. Il y avait Renfield, où il faisait Dracula. Il y avait le film là où il fait Nick Cage. Kick-Ass, il était bien dedans. Oui, mais Kick-Ass, ça date. C'est genre 2010, quoi, tu vois. C'est il y a 14 ans Kick-Ass. Je dis au hasard, mais je pense qu'on n'est pas loin, tu vois. Mais c'est plus le film où il jouait là, avec Pedro Pascal en mode le fan de Nicolas Cage, où il joue Nick Cage. En fait, c'est que c'est un talent en or. Donc ces 2-3 dernières années-là, j'ai l'impression que tout le monde se rend compte qu'en fait, on aimait bien Nicolas Cage quand il faisait Benjamin Button, mais personne ne comprend vraiment ce qu'il fait, et c'est un peu ça l'intérêt de Nicolas Cage. Sauf que là, on a... Benjamin Button Benjamin Gates, pardon. Oui. Parce que Benjamin Button, c'est Brad Pitt, mec. Non, c'est Brad Pitt. J'étais en train de chercher. C'est, pardon, Benjamin Gates, mais du coup, on va revenir à David Fincher ensuite. Je tease, je suis en feu. Il est fort, il est très fort. Et du coup, là, j'ai l'impression qu'on s'est dit, ok, Nicolas Cage, il a une espèce de renaissance, un peu comme Matthew McConaughey, il avait eu, un peu comme Brendan Fraser, où on leur laisse leur chance dans des films un peu plus autorisants.
Sauf que là, on se rend compte quand même que ça ne marche pas. En fait, je veux bien que Nicolas Cage, il joue un psychopathe, un malade mental, tout ce que tu veux. Il y a quand même un moment où, bon, faut arrêter de déconner. Je trouve que il y a rien qui fonctionne avec son personnage, mais vraiment pour le coup rien. Si je peux juste parler de la scène où il se suicide avec des grosses guillemets, ça m'a. Alors pour rappeler, il se suicide dans la salle d'interrogatoire où il met 2 coups de tête dans la table et puis d'un seul coup il finit défiguré parce qu'il a mis 2 coups de tête dans une table. Je me permets de rappeler Hérédité. Oui. Il y a une scène plutôt similaire où un personnage met des coups de tête dans une table. Il finit pas défiguré parce que la physique ne marche pas comme ça. C'est 1000 fois plus marquant que en fait ce personnage-là qui se prend à la fois pour Joaquin Phoenix dans le Joker et à la fois pour Heath Ledger dans The Dark Knight finalement, puisque tout ce côté-là où il se fait arrêter, il y a un côté Heath Ledger dans The Dark Knight et évidemment un côté Kevin Spacey dans Seven, puisque le film essaye à la fois d'être Le Silence des Agneaux, Seven et Zodiac. Même si Zodiac, c'est juste pour un intérêt scénaristique qui dure 5 minutes, avec ces lettres que Longlegs laisserait derrière lui. Je vais quand même parler de 2-3 trucs, en réalité, que j'ai bien aimé dans le film. Je trouve que la première séquence du film fonctionne plutôt pas mal. Je trouve que le format 4/3 est bien utilisé, puisqu'en fait, la première fois qu'on voit Longlegs, son visage est coupé en deux juste au-dessus de la bouche. Et du coup, ça crée tout de suite une espèce d'atmosphère un peu chelou où en fait, ça fait, en fait, c'est la vision d'une enfant, d'un adulte où en fait, elle voit pas vraiment le visage des adultes. Donc c'est, en plus, ça doit être un assez grand angle puisque juste son menton est déformé, même si il porte évidemment pas mal de prothèses. Donc ça, j'ai bien aimé. Et la scène justement où Longlegs vient lui filer le cheat code pour déchiffrer ses lettres dans sa cabane là. Je trouve qu'il y a un effort de cadrage en fait qui est fait où on joue avec l'attention et la tension en 2 mots, puisque en fait le spectateur se dit ok bon là il a filmé le personnage principal devant son bureau, mais les 2/3 de l'écran c'est l'espace vide et tout à droite on a l'encadrement de la porte de la cuisine, là où on sait déjà que Longlegs est passé par là vite fait, etc. Donc ce cadrage là m'a marqué, en plus de celui du début dont je parlais, puisque en fait il joue, pour le coup je trouve assez intelligemment, même si c'est pas ça réinvente pas la roue quoi, de l'espace vide dans des films d'horreur on en a vu plein de fois, mais là pour le coup ça fonctionnait bien, surtout que la scène d'avant était plutôt bien construite en termes de tension, même si, et là c'est là où pour moi aussi il y a un gros bémol dans le film, c'est le film le film essaye de mettre un mystère comme quoi c'est un peu ésotérique et c'est un peu surnaturel et voilà. La résolution du film, c'est que oui, c'est surnaturel, spoiler alert, sauf que moi, en fait, dès cette scène-là dans la cabane, on le comprend que c'est surnaturel puisque le gars se téléporte, littéralement. Donc, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont essayé de construire une tension et un faux twist sur le côté justement surnaturel du tueur et du film en général. J'ai réussi à parler de trucs que j'aime pas dans la séquence où je parlais de trucs que j'aime bien. Oui, puis je parlais de Seven rapidement. Alors, il y a cette scène qu'on a vue 1000 fois où le tueur se fait arrêter volontairement et ça ferait partie de son master plan où il avait planifié ça depuis le début. Forcément, quand on voit ce genre de scène, on pense à Seven en premier, surtout que le film est très imprégné de thématiques religieuses et d'imagerie religieuse. Sauf que, encore une fois, n'est pas David Fincher qui veut, et je trouve que, déjà, bon, je vais arrêter de nommer Kevin Spacey, mais bon, il faisait déjà un meilleur taf sur ce film, puisque, encore une fois, je trouve que la direction d'acteur au global, parce que je mets pas que Nicolas Cage dans cette critique, parce que je trouve que l'actrice qui joue la mère de... j'ai oublié son nom, du personnage principal. Alicia Witt. La Final Girl dans Urban Legend, vous savez, un slasher. De la merde encore une fois. Mais qui est surtout dans Twin Peaks. Je pense que cette meuf-là, elle a eu qu'une seule direction, et c'est ton personnage est fou. Démerde-toi avec ça. Et pour moi, je fais pas mal référence à d'autres films, mais parce que je trouve que le film c'est un peu le cas. Est-ce que vous vous souvenez de Julianne Moore dans le remake de Carrie sorti en 2013, je crois par là? Ouais. Oui.
Oui, totalement. C'était le seul truc bien du film. Oui, c'était le seul truc bien du film. Je me souviens pas. Et pour moi, parce qu'elle joue vraiment de mais je l'ai manière pas vu. ultra Ah oui, ok. En tout cas, Julianne Moore joue de manière ultra psychotique et c'est très bien amené. Oui. Et là, en fait, son personnage, elle parle quasiment pas et juste elle fait des gros yeux comme ça tout le temps. Elle regarde à droite, elle regarde à gauche. Elle est en mode je suis folle, je suis folle, je suis folle. Pour moi, c'est pas un vrai personnage, c'est juste un truc pour faire avancer l'intrigue et auquel on aurait ajouté l'adjectif de folle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est limite aussi. Enfin, c'est quasiment du niveau de Nicolas Cage dans le film pour moi. Je trouve que c'est vraiment elle qui en chie le plus, mais à mon avis, pour le coup, autant Nicolas Cage, il y a des antécédents, on peut en parler, etc. Autant là, je pense que c'est vraiment plus un problème de direction d'acteur, puisque je vois pas en fait ce qu'on aurait pu lui donner, quoi. À part ton personnage est fou. Est-ce que t'avais vu ce qu'il avait fait avant Osgood Perkins ? Non. Quelqu'un a vu ses anciens films au passage ? Après, moi, j'avais bien aimé I Am the Pretty Things That Lived in the House, mais il souffre un peu des mêmes écueils. Mais est-ce que c'est sa patte qui fait que ? Parce qu'effectivement, ils ont un jeu. Ces acteurs ont toujours un jeu très sporadique, on dirait des coquilles vides. Le truc un peu symptomatique de ça, c'est aussi la gamine dans Long Legs, donc la fille du directeur du FBI qui est complètement laconique, quoi. Je veux dire, j'ai l'impression que moi, j'ai l'impression qu'il lui a demandé donne-moi rien. Voilà, tu vois. Mais en même temps, je trouve que ça participe à l'ambiance du film et ça participait déjà beaucoup à l'ambiance de I Am the Pretty Thing That Lived in the House. Donc, c'est compliqué. C'est comme. Après, dans Gretel et Hansel, c'est un peu moins pire, hein, quand même. Oui, c'est un peu un part celui-ci, mais c'est comme, tu vois, Zulaski. Ouais, je déteste. Zulaski, il Sans demandait... surprise. Bah voilà, bah moi aussi. Zulaski, il avait une manière de faire déjouer les acteurs. Mais qui était propre à son style et qui y participait, donc c'est peut-être une volonté artistique, je ne sais pas trop. Je sais pas, c'est bizarre quand même. J'ai l'impression que le terme coquille vide que tu as utilisé pour ces personnages va bien à son cinéma quand même. Hein. Mais de toute façon, c'est totalement ça. À part te donner un peu l'envie de voir des films que tu connais, ça fait pas grand-chose. Ce qui est un peu décevant pour le fils d'Anthony Perkins, quand même, tu vois. On parle d'un mec qui devrait quand même être un petit peu au courant de ce qui se passe, quand même, quand ton père a joué un des personnages les plus cultes du genre horrifique. Non, mais pour le coup, c'est vrai que Lily, t'as raison, il y a vraiment ce truc de coquille vide, et les autres sont un peu moins dans les références vraiment définies des films. Par contre, ça se voit qu'il maîtrise les codes de l'horreur, et qu'en fait, il veut le montrer, et il a un cahier des charges, et en fait, il coche des petites cases, et du coup, à la fin, t'es hyper frustré. Moi, pour le coup, j'ai préféré Gretel et Hansel... j'enlève Long Legs pour l'instant, mais parce qu'il est un peu plus abouti. Mais à chaque fois, tu finis le film et tu te dis, ok, quelque part, il aurait fallu qu'il ait un garde-fou, quelqu'un pour lui écrire un scénario, parce qu'en fait, le film n'est pas abouti. Il y a plein de trucs où c'est incohérent, où ça fonctionne pas, et savoir faire une jolie image et avoir une photo pas dégueulasse, bah ça suffit pas, quoi. Donc, faudrait limite qu'il garde la réal et qu'il ait quelqu'un pour écrire le scénario et qu'il arrête de faire les deux, en fait. Peut-être qu'il est pas fait pour écrire un scénario. Mais par contre, il a une certaine cohérence dans sa filmographie. Oui. C'est-à-dire qu'on voit qu'il a des obsessions, à savoir le secret familial et la mort qui rôde, quoi. Ce qui peut se comprendre vu la famille, voilà. Même, il joue beaucoup avec tout ce qui est forme géométrique, avec le féminin, la figure aussi de la mère, le corps féminin. Et du coup, ça, c'est un truc qu'on retrouve aussi beaucoup dans ces 3 films qu'il a fait. Enfin, du coup, j'en ai vu que 2. Il en a fait 2 ou 3 avant, je sais plus. J'ai un doute. Je suis en train de cramer. 2, je crois. C'est son 4e, là. Ouais. Ah, 4 son déjà. 4e plus un épisode... c'est son 4e Long Legs, et il a fait un épisode de 4e dimension. Du coup, Lily, tu disais justement que ces personnages sont des coquilles vides. Je voulais juste aussi revenir sur l'actrice principale qui joue Lee Harker, que j'avais pas reconnue, mais du coup, c'est l'actrice de It Follows. Moi, j'avais totalement zappé ce truc-là. Mais je trouve aussi que son jeu est un peu à côté, mais parce qu'en même temps, pour le coup, et là, ça revient à ce que je disais sur la mère juste avant, c'est que je pense que son personnage était celui qui était le plus dur à jouer, à mon avis.
et que j'ai pas l'impression que ce gars-là il soit super efficace pour la direction d'acteur, ou alors c'est sa façon de diriger qui ne marche pas chez moi, ce qui peut très bien être le cas. Mais voilà, on finit par justement avoir un personnage de coquille vide qui passe les 3/4 du film, les yeux écarquillés vers le sol, quoi, avec limite une goutte de sueur sur le front. Bon, moi j'avoue que ça me fait vite chier. Et pour du coup passer à autre chose que les personnages et les acteurs qui les jouent, le gros point négatif pour moi du film, c'est que je trouve le film hyper agressif au niveau du son. Ça peut venir aussi de la salle dans laquelle on était, je veux l'accorder. Mais est-ce que vraiment les violons dans un film d'horreur qui font 3 notes d'un seul coup hyper fort, ça fait encore peur aux gens? Est-ce que vraiment c'est encore intéressant de mettre ce genre de truc? Ou les gros booms. Je crois, mais en fait, moi le problème, ce qui m'a vraiment marqué, c'est les violons. Enfin, en tout cas, des instruments à cordes en tout cas, qui font une grosse note d'un seul coup et ça part. Le film est divisé en 3 chapitres et à chaque chapitre il y a un écran, un titre quoi. Et alors, est-ce que vous vous souvenez du 2e chapitre? Moi, je me souviens absolument pas de ce qui était écrit à l'écran. Par contre, je me souviens de un genre de jumpscare en fait sonore où juste il y a un coup de violon pour un carton en fait. Donc moi, ça me fait vite chier. Et le fameux jumpscare dont tu parlais, Amélie, pareil, moi je trouve que c'est super agressif parce que c'est visuel d'un seul coup. En fait, c'est... On parle duquel, jumpscare? C'est justement, j'allais contextualiser, c'est quand le détective, enfin la détective récupère la photo de quand elle était jeune, le Polaroid, où en fait on voit Nicolas Cage dessus, et en fait on revient sur la scène d'intro où Nicolas Cage était coupé par le 4/3, et là il rentre dans l'écran et il hurle d'un seul coup. Et ça devient bleu, enfin blanc, machin, il y a des couleurs qui... Moi j'ai trouvé ça horrible, mais pas dans le bon sens quoi. Ça m'a pas fait peur, ça m'a juste agacé énormément quoi. Je suis en mode mais... Je pense qu'il est fait pour être très désagréable sensoriellement. Oui, mais c'est que moi j'ai vu ça comme un aveu d'échec en fait, parce que le film n'arrive pas à me faire peur pendant toute la durée du métrage. Et le dernier truc qu'il a en fait, son dernier outil, c'est de faire un vieux jumpscare horrible qui en plus veut pas dire grand chose je trouve. Et pour terminer, parce que avant de terminer, mon avant-dernier point, est-ce que vous avez remarqué également qu'il y a énormément d'images de serpents dans le film? Oui. Bah oui. Alors en même temps, je veux bien accorder que évidemment le serpent égale Satan, machin, si tu veux. Mais à chaque fois, encore une fois, il y a ces putains de violons qui jouent pendant qu'il y a un gros plan sur un serpent ou deux dans une boîte qui est éclairée de lumière rouge. Alors pareil, hein, si t'enlèves les violons, moi c'est pas effrayant. Et même avec les violons, c'est juste surprenant, quoi. Je pense pas que le serpent, ça fasse peur, honnêtement. Pour reprendre une allégorie du diable qui utilisait les animaux, dans The Witch et même dans When Evil Lurks, on avait des boucs. Et je sais bien plus... Parce qu'en fait, les serpents, il y en a pas, tu vois, là où elle vit le personnage. Et du coup, c'est juste des images plus ou moins subliminales qui n'ont rien à voir avec le film. T'as déjà le bouc parce que tu le vois, Satan, 2 fois. Donc... Et c'est déjà un bouc, donc je comprends qu'ils n'aient pas voulu en remettre d'autres. Pour le coup. C'est juste que ces images-là de serpents, elles sont extra-digétiques. En fait, elles sont là juste pour le spectateur. Elles n'apportent rien à l'histoire, sauf pour vous rappeler, oh, attention, il y a peut-être Satan dans le film, faites gaffe. Attendez, le côté vous endormez pas. Un petit malin du film, tu vois. Et ben moi, je trouve ça pas du tout malin, et je trouve ça même plutôt débile, puisque c'est juste, encore une fois, des images de serpents dans une boîte, quoi. C'est pas... c'est même pas comme si les serpents étaient agressifs. Je m'y connais pas mal en film avec des reptiles, hein, vous noterez. Mais c'est même pas comme si les serpents étaient agressifs. C'est juste 2 serpents dans une boîte qui vivent leur vie de serpents, quoi. Ça, c'est le move d'étudiants en cinéma qui se disent putain, comment est-ce que je rends mon film un peu plus deep. Allez, je mets de la lumière rouge sur des serpents. Et tu prends un stock footage en ligne d'un serpent et basta. Et pour terminer, et je vous laisserai la parole ensuite, je comprends pas non plus le message du film. Pour moi, je comprends pas ce que veut me dire le film. À part les gens ont des traumas, mais bon, ça c'est... Je pense que Nicolas Cage joue mal. Ou faites gaffe à Nicolas Cage.
S'il s'approche de chez vous, ne le laissez pas rentrer, t'as compris, Mylène? Moi j'ouvre S'il la vient, porte. tu lui ouvres pas. Si, on regardera Volte-Face ensemble. Non. Ou alors, il a voulu nous faire un... Ou alors, il est parti sur Twin Peaks, vraiment. Et il a voulu nous faire un bob, quoi, tu vois. Pour moi, c'est ça. Hein. Une sorte de comment dire, d'incarnation du mal familial, du mal qui est derrière chaque porte de chaque maison américaine. Oui, c'est ça. Mais ça ne fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne dans Twin Peaks parce que c'est un climax de l'intrigue et que c'est David Lynch. Mais que je pense que là, vraiment, il a voulu faire un truc... le mal, il est dans le sous-sol de ta maison, quoi. Et ta mère est sa complice. Et je pense qu'il y a vraiment un truc comme ça sur la violence intrafamiliale ou sur, en tout cas, les abus familiaux, mais que le film, il n'est pas suffisamment bien... Parce qu'on rappelle quand même que le mec du FBI, désolé pour spoiler, il finit par tuer sa femme et ses enfants. Tous les gens ont fini par... c'est des tueries familiales. Il y a un truc sur le fait que des familles s'entretuent. Et un truc sur le fait que le mal habite littéralement dans le sous-sol de chez sa mère et que sa mère était sa complice depuis le début. Franchement, je pense qu'il y a vraiment un truc là-dessus, mais est-ce que c'est pas suffisamment explicite? Est-ce que c'est complètement con? Est-ce que c'est collé sur ce qu'il est en train de faire? Ça, après, je laisse Dario. Je rebondirais sur l'aspect Twin Peaks du film. Outre la présence d'Alicia Witt qui joue dans Dune et dans Twin Peaks, qui joue du coup la mère de Maïka Monroe dans ce film, il y a beaucoup d'autres trucs piqués à Twin Peaks, que ce soit des références au café qui sont un petit peu on the nose, ou littéralement une boule argentée qui sort de la tête de quelqu'un, qui est quelque chose qui arrive dans Twin Peaks. Zoé, spoiler pour Twin Peaks au passage. Mais la tête de explose bizarrement et il y a une boule argentée qui en sort. C'est quelque chose qu'on revoit un peu dans Ah ouais, j'ai pas vu ça. C'est la saison 3, ça. Putain, j'ai pas vu la saison 3, mais non, Mais crie pas. Et vous aviez des années pour la voir, d'accord. C'est pas mon problème. Vas-y, je me barre de jumpscare. Ouais, bon, écoutez, c'est en fait le coupable. Voilà. Ça fait 30 ans. C'est bon. Je m'excuse. Désolé. C'est pas grave, je m'ennuie demain, il fait chaud. Il y a des imageries comme ça qui sont quand même vraiment repris à Twin Peaks. Puis même, le côté, la petite bourgade boisée, tu peux pas penser à autre chose qu'à Twin Peaks en fait tout le long, pour le coup. Et puis même. Je pense qu'il y a aussi un hommage à peine dissimulé. Mais puis même, c'est le même principe. C'est ce que je disais, c'est le même procédé en fait. Twin Peaks, ça pique des codes aux soaps, à la série de détectives et ça te les détruit en t'ajoutant un truc totalement inattendu par-dessus. Et en fait, là, ça essaye de faire la même chose. Ça essaye de parodier les polars à la Fincher, le silence des agneaux, tout ça. Ça essaye de te piquer les codes et de rajouter un truc dessus qui part dans une autre direction. Mais le problème, c'est que les codes ni de l'un ni de l'autre ne sont maîtrisés. Donc ça ne marche pas. Voilà. On va donner la parole à Mathieu. Mathieu Longlegs, qu'est-ce que tu en as pensé ? Pas grand-chose, parce que j'y suis allé en n'ayant pas forcément d'attente, notamment par rapport au réalisateur. C'était vraiment le tout premier film de lui que je voyais. Je suis quand même assez curieux de voir les précédents, parce qu'en termes de mise en scène, il y a malgré tout de très très bonnes choses. Je suis assez client de ce type d'ambiance fait de plans fixes, avec quelques mouvements de caméra très très précis, très fluides, très significatifs. Ça, j'aime beaucoup. Mais j'ai l'impression, comme ce qu'on disait avant, que plus le film avance et plus il a tendance à se péter la gueule. J'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup de choses compliquées pour finalement pas grand chose, et pour un film dont la résolution est une résolution en fait de série B, avec éléments fantastiques, un petit peu ta gueule c'est magique, qui viennent se rajouter par-dessus. J'adore le cinéma fantastique, mais quand j'ai vu qu'on commençait à partir dans cette direction, je me suis dit ah merde, c'est pas tout à fait ce que j'avais pensé. Bon, c'est pas grave, on va voir un petit peu comment évolue le film. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment arrive Nicolas Cage, et là c'est non. Le film, je trouve, avait la bonne idée dans sa scène d'introduction, qui encore une fois est très très efficace, de couper littéralement Nicolas Cage en deux, de ne cadrer
que le bas de son visage. Et alors moi, à l'inverse de Dario, j'ai pu voir le film en VO, donc il y a un truc au niveau de la voix qui fait qu'il essaye de créer quelque chose d'assez perturbant, d'assez malaisant. Ça fonctionne plutôt pas mal, mais je pense que le fait de ne voir qu'une partie de son visage décuplait un petit peu cette angoisse, et qu'à partir du moment où on voit Nicolas Cage en intégralité, bah, il fait du Nicolas Cage, c'est-à-dire qu'il y a le moment où en fait il va se mettre à hurler comme un veau, comme dans tous les films en fait qu'il fait depuis 20 ans, et moi j'en ai ras-le-bol en fait. J'en ai ras-le-bol, et comme disait Amélie ou Dario, je sais plus, comme vous disiez précédemment, le côté Buffalo Bill du pauvre, voilà, enfin le truc m'a très très vite fatigué, quoi. Donc j'étais un petit peu plus focus sur l'histoire, mais je voyais beaucoup d'éléments comme cette espèce d'alphabet un peu mystérieux être très très vite résolu, et le film avançait de plus en plus vers ce qui a été la solution la plus évidente. Donc voilà, le film était pas forcément très surprenant. J'ai encore une fois bien aimé la mise en scène. Le fait que Nicolas Cage crève en milieu de film, ça n'améliore pas forcément le film, ça le rend juste un petit peu plus supportable, mais ça n'en fait pas non plus, on passe pas de sympathique à ouais, ça y est, d'un coup le film est un chef-d'œuvre, quoi. Non, c'est encore une fois un film qui vraiment baisse en intensité et en qualité au fur et à mesure qu'il avance. Le côté ta gueule c'est magique de la fin du film, je sais pas, les bouboules en métal là, je trouve qu'elles sortent un petit peu de nulle part. Les petites images discrètes entre guillemets du diable qui apparaît à certains moments, oui, pourquoi pas. Bon, une fois, deux fois, trois fois, enfin la quatrième, bon voilà. Sur le papier, en fait, c'est que des bonnes idées ou des idées qui peuvent sembler cool, mais je sais pas, je trouve qu'à l'écran, il y a un côté peut-être pas prétentieux, mais qui a du mal en fait à se mélanger. Ce qui m'a achevé en fait de me gonfler, enfin peut-être pas de me gonfler, mais disons de me décevoir, c'est tout le côté promo outrancièrement exagéré, débile et tout, enfin par rapport au film, qui te vend ça comme une espèce de révolution absolue qu'on n'a pas vue depuis Seven et le Silence des Agneaux. Non, c'est faux. En l'état, Longlegs, c'est une très bonne petite série B qui a peut-être tendance en fait à vouloir péter un petit peu plus haut que son cul, mais qui, si on le prend comme tel, c'est-à-dire une petite série B avec Nicolas Cage, ça passe. La mise en scène, je pense, fait beaucoup dans l'histoire. Mais est-ce que je m'en rappellerai dans 3 mois ? Je pense que non. Ça se fera pas dans 3 mois. On va essayer de finir avec un peu plus de positivité. Mylène, est-ce que tu vas gravir la colline ? Oh non, si, je vais juste monter sur le petit Dodan pour dire laissez Nicolas Cage tranquille, quoi. C'est bon, il est pas venu ici pour souffrir. Non, Longlegs, déjà, moi, j'attendais rien de ce film. J'ai vu passer la com, mais j'en avais... Ben voilà, ok, sans tape, j'en avais strictement rien à faire. J'avais pas vu la bande-annonce, je savais juste qu'il y avait l'actrice d'Urban Legend. Voilà, je suis partie, et Nicolas Cage. Je suis partie avec ça comme seule information. Et du coup, je suis allée le voir en salle avec 2 de mes potes, dont un qui est le fan numéro 1 de Twin Peaks. Donc très drôle, parce que je ne savais pas qu'il y avait autant une vibe Twin Peaks. Du coup, il a bien aimé le film. Et j'avoue qu'en fait, comme tous les films de Oz Perkins pour l'instant, je suis hyper frustrée. Sur l'idée, je trouve que visuellement, le film se tient, le film est très beau. J'aime vraiment ses changements de plan, vraiment ce qu'il essaye. J'aime bien aussi comment il arrive à créer le malaise avec justement le rapport d'image, avec le son, avec les images subliminales aussi qu'on voit passer. J'aime vraiment comment il met ça en scène. Je trouve ça assez intéressant, et ça prouve aussi que il a vraiment quand même du talent, même si tout n'est pas parfait. Je trouve ça très très cool d'avoir fait du coup jouer la meuf de It Follows, même si effectivement la pauvre elle est pas vraiment dirigée, et il y a des moments où on a vraiment l'impression qu'elle est constipée et qu'elle ne sait pas trop ce qu'elle fait ici, mais globalement je trouve qu'elle est quand même très présente dans le film et ça fonctionne bien. Durant toute la première partie, franchement, je trouve que ça se voit qu'en fait il maîtrise les codes de l'horreur et sait comment faire peur, il sait comment créer un jumpscare, comment mettre en place la tension. Typiquement, moi j'ai toujours peur en fait des images cachées dans les arrière-plans, ou alors des baraques avec des énormes baies vitrées et des plans sur la nuit et tout, on se demande ce qui se passe dehors. Et je trouve que ça, en fait, ça marche bien. Franchement, le film m'a pas fait peur, mais je trouve que la tension, elle est assez bien mise en scène. Et ça prouve que vraiment, il a encore des choses à nous dire, ce réal. Et j'ai assez hâte de voir son prochain long métrage. Effectivement, ça prouve que aussi,
Oz Perkins, ben je sais pas si c'est un intellectuel qui veut vraiment devenir le Harry Astor du pauvre, mais il y a un peu cette vibe-là, quoi. J'ai l'impression que quand il me fait Longlegs, il a envie de devenir, de faire son Boy is Afraid, mais genre un peu raté par moment, quoi. Et c'est un peu dommage parce que globalement, même si du coup, je trouve que le film est assez efficace, je reste dans le rythme et ça se tient. J'aime bien aussi les plans du coup avec le bouc. D'ailleurs, des plans qui sont hyper intéressants parce que j'en ai parlé avec plusieurs personnes après la séance et en fait, on n'est pas tous à l'avoir vu. Donc, du coup, je trouve ça hyper intéressant aussi. Alors moi je suis pas du tout Voicebook, hein, donc. Oui, mais justement c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait suivant le spectateur, on voit ou on voit pas le book, et ça je trouve que c'est hyper malin et ça prouve aussi qu'il a quand même du talent, parce que justement McFlanagan c'est pareil quand il fait son Hunting of Hill House. Je sais t'aimes pas Lily, bah du coup j'aime bien cette série parce que justement on n'est pas tous à avoir vu les fantômes. Mais non, mais du coup voilà, ces éléments font que j'ai beaucoup aimé, même si voilà. Je trouve qu'on nous crée un faux twist qui n'existe pas. Clairement, vraiment, le dénouement, c'est pas vraiment le truc tant attendu. Et justement, c'est ce qui m'a aussi beaucoup déçue. Parce que, justement, quand les pièces du puzzle ont commencé à se mettre en place, où justement, on voit toutes ces références, donc encore une fois, Twin Peaks, il y a aussi des références à l'enfant miroir, durant la scène où justement, on va découvrir la première poupée qui est posée un peu comme un fœtus et tout dans cette grange. Et c'est une scène que je trouve vraiment très cool. Et en plus, deuxième phobie cochée, j'ai peur des poupées. Alors moi, quand j'ai commencé à voir les premières poupées, je me suis dit, ok, ce film va me faire plaisir, il va me plaire. Et je trouve qu'effectivement, les scènes où on voit les poupées, les scènes où on voit les mises à mort avec les poupées, où on a les plans sur les visages des poupées, ça fonctionne super bien. Mais en fait, j'ai l'impression que entre l'enquête de cette médium, les passages avec sa mère, les poupées et en fait les scènes avec Nicolas Cage, bah à un moment donné, il y a tout qui s'imbrique mais un peu comme une hanche un peu pétée, quoi. Et c'est un peu dommage parce que ça fonctionne pas trop à la fin. Finalement, quand j'arrive au dénouement, quand Nicolas Cage se pète le nez et qu'en fait sa mère va nous avouer du coup ce qui s'est passé, et d'ailleurs durant une scène aussi qui est très très chouette où elle va péter la tête d'une poupée, scène que je trouve très cool, et après il y a tout ce que je déteste, c'est-à-dire qu'on prend le spectateur pour un con, on lui prend la main et on lui explique l'histoire, parce que le spectateur il est un peu con, donc il a besoin qu'on lui raconte doucement ce qui s'est passé durant le film. Et ça déjà ça m'a fait péter un câble, et en plus j'ai pas trouvé ça forcément bien. J'aurais bien voulu, finalement, moi, si le film s'était arrêté sur cette poupée éclatée et qu'on nous avait laissé un peu dans le mystère, eh ben, ça m'aurait pas dérangé. En fait, j'aurais voulu qu'on reste un peu sur un truc où le spectateur, il est toujours dans le doute. Et je trouve qu'à trop expliquer de choses, à trop mettre d'éléments, à trop mettre d'iconographie, bah finalement, Oz Perkins, il veut montrer que c'est un bon élève, il veut montrer qu'il aime bien l'épouvante, qu'il aime bien l'horreur, mais ça marche pas. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a besoin d'un garde-fou, de quelqu'un, soit pour le recadrer sur l'écriture ou alors sur ce qu'il veut mettre dans son film. Malheureusement, il est plein de bonne volonté. J'ai vraiment l'impression qu'il veut montrer à tout le monde qu'il sait faire les choses. Mais bon, ton dessin, c'est un bonhomme bâton, quoi. Je suis désolée. Donc, globalement, j'ai pas détesté non plus le film. Faut pas non plus dire que c'est une purge. Le film est assez intéressant. J'ai quand même très très hâte de voir ce qu'il va faire. Le problème, c'est que moi, ça fait plusieurs longs métrages de ce réal où je me dis, bah, j'ai très hâte de voir ce qu'il va faire avec le prochain. Donc bon, j'espère que le prochain sera vraiment sympa, quoi. Le prochain, c'est une adaptation de Stephen King. Oui. Et là, il refait le singe. Et pour le coup, je trouve ça super intéressant. Ah J'ai ouais. vraiment Et hâte oui. de voir. Oula, un million de raisons de se prendre les pieds dans le tapis. Parce que le singe, c'est quand même des thématiques... justement, c'est des thématiques assez similaires à Longlegs, finalement. Mais c'est son kiff, ça. Ouais. Ok, il a un problème avec le trauma familial, très bien. Bah, disons que vu sa famille, je comprends, en fait. Tu sais, sa mère est quand même morte dans les attentats du 11 septembre. Et son père, il a déprimé toute sa vie d'avoir caché le fait qu'il était bisexuel, tu vois, et ça l'a rendu un peu instable. Hein. Sachant que il va jouer dans le film apparemment aussi, je vois en live là. Et quand tu regardes déjà Longlegs, je sais pas si vous avez lu la trilogie Monsieur Mercedes. Oui, c'est très cool. Ouais, il y a du Longlegs dedans. Hein. Tu sens que c'est aussi un gros nerd de Stephen King. Mais même, il y a aussi... Moi, ça me surprend pas trop comme choix. Il y a pas mal de références aux séries parce que justement, quand je suis allée voir Longlegs, donc les amis avec qui j'étais avaient vu la série Homecoming, que j'avais pas du tout vue. Et ils m'ont dit qu'il fallait que je la mate parce qu'effectivement, le changement de format au niveau du 4/3 et tous ces jeux en fait de format dans le film, ça fait beaucoup penser à Homecoming en fait justement.
pour se situer entre les époques et tout. Et en plus, Homecoming a aussi une imagerie qui fait penser à Twin Peaks. Bref, c'est qu'un espèce de cercle. Mais, c'est un cercle sans fin. C'est ça, le cercle. Mais du coup, non, c'est hyper intéressant. Et je pense qu'effectivement, je crois que lui, il a aussi fait pas mal de séries en tant qu'acteur. Et ça se voit qu'en fait, le format télévisuel l'inspire pas mal pour ses films, quoi. Mais même l'histoire de changement de format, en fait, ça amène pas grand-chose dans le film. Parce qu'au début, moi quand je l'ai vu, il y avait une espèce de message qui est apparu à l'écran qui disait avis en fait pour les spectateurs présents dans la salle, l'image que vous allez voir à l'écran, c'est la vraie image du film. Ce n'est pas un problème technique, ça sert à rien de venir vous plaindre, c'est un choix de réalisation. Et les scènes qui se passent dans le passé sont filmées en format carré avec des bords arrondis, et les scènes du présent sont filmées normalement, quoi. Et à un moment donné, vers la fin du film, après qu'on ait alterné entre l'un et l'autre assez souvent, il me semble qu'on est sur le format normal, mais que les bords sont arrondis. Et du coup, je me dis, ah tiens, dans quelle temporalité on se situe ? Est-ce qu'on est dans le passé ? Est-ce qu'on est dans le présent ? Est-ce que c'est un rêve ? Est-ce que la personne est devenue folle ? Et je me suis posé plein de questions à ce moment-là, et le film n'en fait rien, parce qu'il se passe ce qu'on avait imaginé, il se passe ce qui doit se passer. Et avec le recul, je pense que c'est un petit peu le problème du film, c'est qu'il n'est pas forcément très surprenant. Il essaye de l'être, mais à chaque fois, il va vers le truc en fait qui est le plus attendu, quoi. Oui, c'est clair. Tu sais, sur ces changements de format, j'ai trouvé même que ça avait plus de sens et que c'était mieux fait dans la saison 2 de Chucky, qui est pas non plus un truc incroyablement artistique, quoi. Donc apparemment, c'est très bien la série de Chucky. oui, moi j'aime beaucoup. J'ai pas vu la fin de la 3, mais c'est vraiment chouette, c'est très fun. Et dans la 2, t'as ce truc d'aller-retour dans le passé de Tiff et de Chucky. Et du coup, quand ils sont petits, c'est en Super 8, en Super 8, et ensuite quand ils grandissent c'est en VHS, tu vois, quand ils se rencontrent c'est caméscope, tu vois, il y a une évolution du format, sympa, ça. Super sympa, et c'est mieux fait dans la saison 2 de Chucky que dans Longlegs, ça a plus de sens en tout cas, et c'est plus logique. Et puis se manger une pilule par Chucky en termes de qualité, c'est pas fou. C'est pas dur. Ouf, quoi. On va remballer, on va passer à l'avis des auditeurs si ça vous va. Tac. On va commencer avec Corn Pop qui nous a écrit Longlegs était une bonne surprise au départ. Introduction flippante, ambiance sombre, enquête mystérieuse. Puis tout tombe à plat durant la deuxième partie, frôlant même parfois l'absurde. Finalement, c'est un film prétentieux et assez ennuyeux. Une réelle déception. On est globalement d'accord. Il a résumé l'épisode. Moi, à la base, je voulais faire une blague comme quoi le film était petit bras, mais j'ai pas trouvé de raison pour dire que le film était petit bras. Donc tu la places maintenant. Donc je la place là, voilà. Il y a place. Allez, placer. Light Seguir, une transposition ratée du Silence des Agneaux dans le monde de Dead Silence avec le méchant d'Insidious. Je me suis senti arnaqué à la sortie de la salle, et là, j'ai eu 2 semaines pour me calmer. Sinon, je partais dans un post plein de sel sur une comparaison avec Résurrection, avec Christophe Lambert. Oh putain. Compliqué ce film, pour les fins connaisseurs qui nous écoutent. Moi, j'aime bien. Non, mais c'est évidemment que t'aimes bien. Lily, attends. Mais est-ce que par hasard, Christophe Lambert, tu kiffes, je suis sûr. Alors, c'est ma maman qui aime Christophe Lambert. Du coup, pour moi, c'est un peu comme un vieux tonton, tu vois, je l'aime bien. Malgré le fait qu'il fait des fois des blagues pas ouf, tu vois, et tout, donc voilà. Ma mère est fan de Christophe Lambert, donc voilà. Je suis sûr, on te met... merde, c'est quel film qui était dur, là Beowulf, avec Christophe Lambert. Ah, Beowulf, c'est compliqué, quand même. On avance. Christopher Dio nous a écrit « Excellent travail d'ambiance sur tout le métrage. Par contre, la meilleure scène reste l'introduction jusqu'à l'apparition du titre. Malheureusement, ensuite, rien ne revient à ce niveau, même si le métrage est bon dans l'ensemble avec un casting solide. » Non. Paracelsia. Depuis quelques années déjà, se méfier du marketing devient une question de sécurité. Mais j'avoue, je l'attendais pour Cage et il ne m'a pas déçu. Le film, par contre, ne sait pas vraiment sur quel pied danser, et si je le pouvais, je referais le casting de Harker et Carter. C'est l'avis opposé de nous. Moi, en parlant de marketing, il y a une... Si quelqu'un en fait a la réponse, je veux bien qu'on me la donne. Comment est-ce qu'a été mesuré le nombre de battements
de cœur de l'actrice principale quand elle s'est retrouvée pour la première fois face à Nicolas Cage. Parce qu'il y a eu un truc là qui est arrivé sur Twitter que j'ai RT d'ailleurs en disant mais ce type de promo en fait j'en ai ras-le-bol, mais après j'espère me tromper parce que je n'ai pas encore vu le film. Ce truc en fait disait grosso modo que le rythme cardiaque de l'actrice qui n'avait pas encore vu à quoi ressemblait Nicolas Cage lors de la scène qu'elle tournait pour la première fois dans laquelle elle doit se retrouver donc face à lui pour l'interroger, son rythme cardiaque donc était passé d'un rythme normal à genre 175 et tout en l'espace de quelques secondes. Oui mais ok très bien, mais comment est-ce qu'on le sait ça ? Est-ce que les mecs avaient prévu le coup, ils avaient installé un machin qui permettait de mesurer ce truc-là ? Est-ce que ça a été fait au doigt mouillé ? Bah, si elle en a un sur elle de base, ça enregistre. Moi, ça enregistre ma fréquence cardiaque toute la journée. Mais pourquoi est-ce qu'elle aurait ça en fait ? Si elle était en coulisses et tout en train de se préparer, elle avait peut-être son Fitbit sur elle, tu vois. Ouais. Moi, je l'ai. En fait, moi, tu vois, moi, c'est un truc. Si t'es un peu sportif ou quoi que ce soit, tu l'as H24. Donc, c'est peut-être possible. Elle tourne, donc non, mais elle tourne. Elle est en tournage, donc elle l'a pas sur elle. C'était pendant. D'accord. La séquence où elle rencontre Longlegs dans le film. Oui, parce qu'on voit la séquence en question et on entend. Donc, moi, je pense qu'encore une fois, c'est de la merde. On entend en fait le rythme cardiaque s'accélérer, ce qui sous-entend que son rythme cardiaque a été enregistré pendant la séquence. Et que ce qu'on entend, c'est un truc vraiment pour de vrai. Même avec un micro-cravate, à moins que le micro soit dans sa gorge, tu n'entendras pas son... Oui, parce que moi je vois ça, je me pose la question de où est le micro, comment est-ce qu'ils sont capables de l'entendre, de compter le nombre de... Enfin... Dans son cul. Moi je croyais que c'était quand elle l'avait croisé, maquillée et tout en coulisses. Non, c'est vraiment pendant la scène, quoi. Même réaction comme Mathieu également. Ok, autant pour moi, tu as raison, c'est du full bullshit. Du bon bullshit marketing comme on aime. Mais c'est très classique dans l'horreur, ce genre de machin un peu putassier. C'est Blair Witch, ces images sont réelles, attention, ils sont vraiment morts. Non, mais c'est vraiment vrai, Blair Witch, Romain. Je pense que ça veut aussi, comme tu l'as dit, Mathieu, le film il veut péter plus haut que son cul. Et du coup, on a tous en tête cette anecdote comme quoi Michael Caine aurait oublié ses dialogues la première fois qu'il avait vu Heath Ledger en Joker. Je pense que ça veut aussi aller chercher ce truc un peu artistique en mode... L'anecdote. Vous vous rendez pas compte, mais ça fait vraiment très très peur. Mais oui, c'est ça. Et vous savez... Non, mais il est pas ridicule, hein. Il fait peur. Hein. On va continuer. Et vous saviez qu'Indiana Jones, il avait la diarrhée. Oui. C'est vraiment vrai. Hein. On reprend avec Lynn, qui nous a envoyé « L'emballage est sublime, mais dans la structure narrative, c'est proche d'un excellent épisode d'Esprit criminel. » Ce qui est vrai. Ce qui est très vrai. Donc plus que Joséphine. En film plus récent, beaucoup plus récent, auquel j'ai pas arrêté de penser pendant tout le visionnage, il y a Prisoners. On a un petit peu cette espèce d'ambiance dépressive avec un enquêteur du FBI avec des méthodes un peu particulières, qui a une personnalité un peu étrange, et un suspect potentiel... blafard, bizarre, qui semble cacher pas mal de choses. Et là aussi, un gros travail sur le sound design et sur la mise en scène. Et comparativement, je préfère infiniment Prisoners à Longlegs, qui pour moi ne dépasse pas le stade de la petite série B, quoi. Totalement. Dauphin Discret a écrit « Le film ne sait malheureusement pas choisir entre premier et second degré. Entre malaise pur et grotesque goguenard, le film aurait mérité une plus grande sobriété à la Silence des agneaux pour marquer véritablement. Dommage, car certaines scènes sont vraiment terrifiantes. Undead Shaman, ce film est incroyable, on ne sait pas où est-ce qu'on nous emmène du début à la fin. Le tout dans une ambiance bien pesante et mystique, agréablement surpris avec un Nicolas Cage dans un rôle méconnaissable. Bah merci, enfin quelqu'un qui a l'esprit frais, merci, voilà. Ah. Il s'est trompé de film, il a vu votre face. Vous êtes odieux. Non. Nicolas Cage qui hurle devant la caméra. On respecte ses opinions, messieurs, dames, on respecte. Laissez Nicolas Cage tranquille. Anouk, je vais ignorer l'aspect histoire car elle a clairement des défauts et j'imagine que vous en aurez déjà assez parlé, oui. En revanche, j'ai été conquise par l'atmosphère. J'étais mal à l'aise tout le long du film et je m'attendais constamment au pire. Je suis sorti avec une sensation de malaise qui m'a suivi pendant plusieurs jours. Exactement ce que je cherche dans un film d'horreur. J'ai trouvé des images et des plans symétriques super, tout comme la musique et juste l'ambiance en général. Dommage que le reste ne suive pas. Moi aussi, pendant plusieurs jours, j'étais... Alors moi, c'était de la colère, par contre. T'étais énervé. Ouais. Scotty Cool, une com qui m'a trop hypé par rapport à ce que le film avait à offrir.
Néanmoins, c'est très inspiré d'Alan Wake, ou même en général des œuvres de Remedy, donc gros kiff. Putain, on me l'a dit Oui. ça. On m'en a Alan parlé. Wake. On m'a dit que c'était grave copié du jeu. Ouais. Alan Wake à fond. On n'a pas. Alors j'ai joué à Alan Wake il y a très longtemps, au premier. Je sais que le 2 est sorti récemment. J'ai pas tout en tête, mais en effet, l'atmosphère c'est la même. Mais même Pour le coup, apparemment, il y a des plans qui sont exactement similaires et tout. J'ai un pote qui a fait les deux et qui Oui. m'a dit c'est vraiment copier-coller d'Alan Wake. Eh, on a le même pote. Bah ouais, je crois qu'on a le même pote. Il m'a dit la même chose. Il a un super podcast qui s'appelle Graphic Saga, si vous voulez. The Blind Run a écrit sur Instagram: Dario, pitié. Aie pitié, s'il te plaît, des gens, entre parenthèses, moi, qui ont beaucoup aimé le film. Et pour l'anecdote, en dessous de ce message, t'avais écrit ton avis pour la vie des auditeurs, t'avais juste écrit à chier sa grand-mère. C'est horrible. On a Androstaub, un minimalisme beaucoup trop handicapant, de l'horreur contemporaine qui ne fait que survoler ces quelques bonnes idées ingénieuses. L'horreur supposément élevée deviendrait-elle régressive? Ce dernier point était intéressant pour ça que je l'ai mis. Ça m'a fait penser à Men d'Alex Garland. Oh putain, quel film Mon de angoisse. merde. Oh là là. Où c'est un film à chier mais qui pète plus haut que son cul et qui essaie de faire Merci. peur mais qui ne marche Oh, jamais. C'est quoi. surtout un mec. C'est surtout le. Il devrait s'appeler Not All Men. Ouais. Parce que moi, mesdames, je vous ai compris et je mets en scène vos traumas. Moi, j'ai compris un petit accouchement pendant 10 minutes à la fin du film. Vous allez kiffer sa mère. Gauthier B666, un ratage absolu, se voulant être une œuvre de l'inquiétante étrangeté, le réalisateur tombe dans tous les travers de gimmicks éculés du cinéma de peur. La direction d'acteur est aux fraises, les références sont très mal digérées, l'iconographie démoniaque est aussi cliché que ridicule. De plus, la photographie est particulièrement lisse, propre, une contre-production étant donné l'univers dépeint. Même les séquences en pseudo-pellicule sont trop propres. Il a raison sur ce dernier point, je trouve. Et on finira avec Jérémy Santerre, qui est un avis qui vient du Québec. Je le dis parce que vous allez voir il y a un mot qui change par rapport à nous. J'ai remarqué par les critiques que c'est soit tu détestes, soit tu adores. Mais pour ma part, c'est facilement dans mon top de l'année et probablement de tout ce que j'ai pu écouter de ma vie, un des meilleurs films. Pas parfait comme finale. Je l'ai trouvé trop rapide aussi sur les 10 dernières minutes, mais le film a bien réussi sa mission sur moi, c'est-à-dire créer une lourdeur et une anxiété tout le long du visionnage. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une expérience au cinéma de ce genre. C'est vrai qu'au Québec, ils disent écouter un film et pas regarder un film. Ouais. Ça... Il parle comme Mylène au Québec. Dans ma région, on confond entendre écouter. C'est comme ça, hein. Non mais je l'ai mis parce qu'on voit aussi que le film a touché beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont allés au cinéma le voir à cause de la hype et que ça a l'air de marquer des gens. Donc, Mais la com, elle a été malade, hein. Après, je pense que c'est ce qu'a niqué aussi le Là-dessus, film, hein, parce que dire que c'est le plus grand chef-d'œuvre contemporain et de dire ouais, tu vas te prendre une claque dans ta gueule et qu'en fait c'est pas le cas. Je pense des fois vaut mieux se détendre avant de faire ta com. Hein. Bah tu vois, moi j'ai quand même une impression bof sur le film, alors que franchement, je n'ai absolument pas entendu parler. Je suis passé au travers des gouttes. Moi, j'ai pas vu la com, donc. C'est aux États-Unis surtout. Les teasers, la hype, elle était folle. Les teasers, ils sortent depuis 6 mois. La commu Nicolas Cage, c'est surtout aux États-Unis aussi. Et Mylène. non, mais en vrai, au-delà de Nicolas Cage, début, la com, elle a pas été autour de ça au début. Hein. Nicolas Cage n'a pas existé dans la com avant la fin de la promo et quand ça a commencé vraiment à leaker un petit peu. Mais le projet, on avait des teasers hyper cryptiques. Il y avait un côté ARG, si tu veux, qui était super intéressant. Les gens sont liés au projet directement et l'imagerie satanique a chopé les gens. D'ailleurs, au début, on savait vraiment pas de quoi ça parlait. Hein. Les gens disaient ça va être un film de créatures et tout. Ils ont super bien joué. C'est vraiment réussir sa promo, foirer son film. C'était un truc de fou. Enfin, d'ailleurs, les gens le disaient clairement que c'était l'attente horrifique de l'année. Il y a aussi le fait qu'aux États-Unis, il y a eu la Satanic Panic début des années 80, que nous, on n'a pas forcément connu en Europe. Donc eux, ça leur évoque aussi quelque chose, et du coup, ils sont peut-être aussi plus clients de ce genre d'histoire, quoi. Il fait super chaud, on va clôturer ici pour la fin de l'épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine avec le dernier épisode avant les vacances jusqu'à septembre. Un épisode sur Ring d'Hideo Nakata, gros épisode. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. 5 étoiles, Apple Podcast, Spotify, vous connaissez la musique, enfin bref, vous avez capté. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée. Bisous, salut.